Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue sur l'iceberg de Vinland Saga. Si vous n'êtes pas familier avec ce format, voici à quoi ressemble un iceberg. Il est divisé en 3 parties et divers sujets l'habillent. La surface visible de l'iceberg est composée de sujets assez classiques, majoritairement connus du grand public. Les abysses de l'iceberg sont composés de sujets palpitants et surtout méconnus du grand public. Le centre de l'iceberg est un entre-deux. Je n'invente rien en faisant ce format, par contre je n'ai vu aucun iceberg de Vinland Saga. Et parce que ce manga en mérite un, je me lance. Tout d'abord, vous n'êtes pas sur un iceberg de plusieurs heures, pour la simple et unique raison que Vinland Saga n'offre pas autant de matière qu'un gros manga. Pour finir, l'iceberg possède une particularité. Il est autant pensé pour les fans à jour sur le manga que pour ceux limités aux 2 premières saisons. Je me suis dit que c'est dommage de passer à côté de toute la vidéo pour 2-3 sujets. Alors c'est simple, la vidéo est chapitrée, ce qui vous permet de naviguer sur votre drakkar où bon vous semble. Lors du titre, dès que vous voyez un drakkar vert, c'est que tout le monde peut regarder. Par contre, quand il est rouge, seuls les lecteurs du manga peuvent regarder. Pour les viewers de l'anime, je vous rassure, seuls 6 sujets sont réservés aux lecteurs du manga. Alors vous allez pouvoir regarder quasiment tout. Je vous interdis de vous spoiler la masterclass qu'est Vinland Saga, je vous en supplie. Maintenant que vous savez tout, on peut commencer avec la partie 1. On commence par quelque chose de simple, Vinland Saga n'est pas récent. En 2019, la saison 1 apporte un boost de popularité à la série. Alors quoi, le premier chapitre date de 2015, soit 4 ans avant son adaptation animée? Eh bien non, le premier chapitre est publié en 2005. Vinland Saga fête son 20e anniversaire et Makoto Yukimura avait son manga sans animé pendant 14 ans. Il existe une chronologie officielle de Vinland Saga. Elle regroupe tous les événements des 2 premières saisons de l'anime et des 100 premiers chapitres du manga. C'est génial car on peut suivre toute l'histoire année par année, voire mois par mois. Elle est fluide et offre une nouvelle vision de l'œuvre. Bien sûr, c'est un résumé très grossier qui ne passe pas par 4 chemins. Je trouve que c'est une bonne mise en bouche pour cette première partie. Alors allons-y. En 516, Artorius protège Britannia des Saxons. L'an 800 signe le début de l'ère viking. Il commence à piller l'Angleterre. Le Danelaw est instauré en 886. Dan pour danois et law pour loi, la loi des vikings. Entre 860 et 930, le roi Harald acquit les villages de Norvège, unifie le pays et fait fuir une partie du peuple en Islande. En 983, un seigneur de Jutland nommé Olaf est tué par son fils. Askeladd n'avait que 13 ans. 3 ans plus tard, Leiferidsson quitte le Groenland et arrive au Vinland. Au cours de cette année, Helga et Thor ont un premier enfant, Iva né à Jormborg. Quelques semaines plus tard, la bataille du détroit de Jorung débute. Les Jormvikings perdent contre les Danois. Thor fait croire à sa disparition. Une nuit, il revient à Jormborg et fuit avec Helga et Ylva. En 1002, Thor s'établit dans un petit village en Islande. Avant cela, ils ont un second enfant, Thorfinn. Âgé de 6 ans, il apprend ce qu'est le Vinland de la bouche de Leif. Thor rachète un esclave appartenant au seigneur Halfdan contre 8 brebis. Le 13 novembre, le roi d'Angleterre Ethelred II ordonne l'exécution des Danois résidant à l'intérieur du Danelaw. Le roi danois Sven en profite pour attaquer l'Angleterre. Entre l'hiver 1002 et le printemps 1003, Floki demande à Thor de rejoindre les Jormvikings, désormais alliés au roi Sven. Thor part pour Jormborg en compagnie d'une poignée de villageois, dont Leif. Il ne sait pas encore la présence de son fils. Sur l'île de Streymoy, Floki missionne Askeladd de tuer Thor. Thor, voulant faire une pause, tombe dans l'embuscade d'Askeladd. Thor bat Askeladd, mais offre un sacrifice pour sauver son fils et son équipage. D'un désir profond de vengeance, Thorfinn monte à bord d'un navire d'Askeladd. Au printemps de l'année 1003, les troupes du Danemark attaquent l'Angleterre. En 1008, alors âgé de 12 ans, Thorfinn intègre l'équipage d'Askeladd. Il est l'éclaireur d'une attaque dans la région de l'Est Anglie. En 1012, Askeladd envoie Thorfinn pour négocier une alliance avec Jabbat. Ils font tomber une forteresse et pillent. L'hiver, Askeladd et son armée s'installent dans un village danois appartenant au seigneur Gorm. Thorfinn demande d'affronter Askeladd. Et vous connaissez le résultat. L'année suivante, en 1013, une grande flotte dirigée par le roi Sven débarque en Angleterre, ce qui oblige le roi Ethelred à fuir en Normandie. Craignant une division du pays, le roi Sven envoie son fils Knut en Angleterre pour qu'il meure au combat. En août, le roi Sven ordonne l'invasion de l'Angleterre par la rivière Humber. Les Danois attaquent la région du Wessex, le centre politique de l'Angleterre. L'attaque se poursuit à Londres où l'armée danoise s'installe temporairement. Lors d'une bataille sans merci, Thorfinn affronte Thorkel, un ancien Jormviking qui protège Londres. En automne, le roi Sven confie l'armée de 4000 hommes qui entourent Londres à Knut et déplace son armée vers l'ouest. Thorkel et ses hommes vinrent l'armée sous le commandement de Knut. Thorkel emprisonne Knut et poursuit l'armée principale avec 500 hommes. En novembre, la troupe d'Askeladd pille l'ouest de Bath. Il rencontre un messager de l'unité de Ragnar cherchant le prince Knut. Il décide de tuer ce dernier puis de sauver le prince Knut avec 100 hommes. Non loin de Bath, Thorkel affronte les Danois de Ragnar. L'armée d'Askeladd incendie le champ de bataille et
récupère le prince Knut. Désormais seul, Ragnar escorte le prince Knut. Thorkel ne lâche pas Askeladd, et Askeladd demande du renfort au pays de Galles. Askeladd ordonne à Thorfinn de protéger le prince Knut. En décembre, une intempérie dérègle le chemin d'Askeladd, qui traverse la Mercie. Il tue 62 villageois et s'installe au village. Étant à Gloucester, Thorkel apprend la localisation d'Askeladd et part le chercher. L'armée anglaise découvre la planque et attaque le groupe d'Askeladd qui fuit sans tarder. Askeladd tue Ragnar et fait porter le chapeau aux Anglais. En 1014, au mois de janvier, l'escouade de Thorkel prend d'assaut celle d'Askeladd. Les hommes d'Askeladd organisent une rébellion contre leur chef qui fut grièvement blessé. Un second duel entre Thorkel et Thorfinn s'organise. Changé radicalement par la mort de Ragnar, le prince Knut cesse le duel. Il souhaite tuer son père, le roi Sven. Il prend comme teigne Thorkel, Askeladd, Thorfinn et rentre dans les quartiers danois, à Gursborut. Il rencontre le roi Sven et organise son meurtre avec Askeladd. Aux portes de la mort, Björn demande un coup de grâce à Askeladd et meurt. Juste après, Thorfinn demande d'affronter Askeladd et échoue. En février, le roi Sven organise un conseil royal à York, en Northumbrie. En arrivant, Askeladd organise une fausse tentative d'assassinat sur le prince Knut. Il lance une rumeur, le roi Sven cherche à tuer son fils, le prince Knut. Thorfinn retrouve Leif. Le roi Sven organise une assemblée et annonce l'invasion du pays de Galles. Il demande à Askeladd de choisir entre le pays de Galles et Knut. Askeladd dit être l'héritier d'Artorius, le roi de Britannia. Il décapite le roi Sven, sauvant ainsi son pays et le prince Knut. Ce dernier comprend le plan d'Askeladd et l'achève de son épée. Le prince Knut prend le commandement de l'armée complète et s'autoproclame roi d'Angleterre. Thorfinn arrive trop tard et voit Askeladd mourir devant lui. Fou de rage, il blesse Knut à la joue. L'héritier du roi d'Angleterre, Ethelred II, revient pour prendre le trône. Knut s'impose en tant que concurrent direct. Nous sommes en 1015, à la fin du mois de juin, donc 1 an et 4 mois se sont écoulés depuis l'événement tragique. Thorfinn est devenu esclave, il reçoit l'ordre de la part de Tekil d'abattre tous les arbres de la forêt et rencontre Einar. Contre leur liberté, c'est motivant. Il rencontre Arneid, dont Einar tombe amoureux. Elle est une esclave qui travaille pour Ketil, le maître du domaine. Ormar, le fils de Ketil, est manipulé par les autres afin de tuer Thorfinn et Einar. Un chaos s'installe car est Ebi, le chef des mercenaires. Einar apprend l'histoire de Thorfinn et voit son niveau de souffrance chaque soir. C'est ainsi qu'il fait disparaître toute trace de haine pour devenir son ami. Alors que l'armée anglaise affronte l'armée danoise de Thorkel, le seigneur Edric met fin à cette bataille. Knut menace et oblige Edric à tuer Ethelred II. En septembre, Thorfinn et Einar cultivent le blé à l'aide d'un cheval emprunté au Metzverker, seigneur du domaine et père de Ketil. Au même mois, Thorgil, le second fils de Ketil, rentre au domaine. Les mercenaires massacrent les champs d'Einar et Thorfinn. Un affrontement débute, opposant Thorfinn et Einar contre les mercenaires. Sortant d'une expérience inoubliable, Thorfinn jure de ne plus recourir à la violence. En avril 1016, le roi Ethelred II meurt d'une maladie et Edmond prend la relève. En novembre, Edmond s'en sort bien contre l'armée anglaise, mais meurt à son tour d'une maladie. En décembre de l'année suivante, 1017, Knut tue Edric. En début d'année 1018, Knut devient officiellement le roi d'Angleterre. Harald, le roi du Danemark, tombe malade à Jelling et offre le symbole du pouvoir à Knut. En septembre, Thorfinn et Einar abattent le dernier arbre de la forêt. Voyant la lumière d'une liberté imminente, Thorfinn rêve d'un pays où la guerre et l'esclavage n'existeraient pas. Le roi Harald meurt et Knut devient officiellement le roi du Danemark, en plus de l'Angleterre. N'étant pas au courant, Ketil part de son domaine en compagnie d'Ormar pour rendre visite à Harald. Le Sverker faiblit énormément et est aidé par son entourage actuel. Enfin, un esclave du domaine voisin nommé Gardar tue son maître et s'enfuit. En octobre, Leif visite Jelling et rencontre Ketil. De cette façon, il apprend qu'un certain Thorfinn est l'esclave de Ketil. Knut met en place un plan pour s'approprier le domaine de Ketil, déjoué par Thorgil. Leif les aide à s'échapper de Jelling en échange de Thorfinn. L'esclave s'étant échappé, Gardar vient récupérer sa femme, Arneid, et tue 5 hôtes. Blessé par Ebi, il est soigné chez le vieux maître avant de mourir. Ketil et son fils sont de retour et Thorgil rassemble l'ensemble du domaine de Ketil en prévision de l'arrivée de Knut et son armée. Ketil bat à mort Arneid, Leif et Thorfinn se retrouvent. Knut arrive avec ses Tegd et 102 vikings. Ils affrontent les 150 hommes du domaine de Ketil. C'est un massacre pour les paysans qui s'improvisent guerriers. Ormar accepte l'offre de capitulation de Knut. Après un courage sans faille, Thorfinn parvient à discuter avec Knut pour négocier la paix. Knut, ayant l'objectif de bâtir un paradis sur terre, apprend que Thorfinn poursuit le même rêve. Il abandonne le domaine de Ketil. Thorfinn et Einar jurent de bâtir un pays sans guerre ni esclavage. À bord du navire de Leif, Thorfinn et Einar quittent ce lieu. Knut abandonne l'envie d'avoir une nouvelle ressource et disperse l'armée danoise en Angleterre. Ormar prend la tête du domaine et Thorgil disparaît. En décembre, Leif, Thorfinn et Einar entrent en Islande, ce qui signe retrouvailles et rencontres.
C'est dit tout au long de notre lecture, Vinland Saga est un manga historique. Makoto Yukimura transfère l'histoire de notre monde à l'intérieur de son manga. Ce n'est pas un copier-coller, mais les grandes lignes de Vinland Saga sont blindées de faits historiques. Les personnages n'échappent pas à la règle, voici une comparaison. Thorfinn Karlsefni et Thorfinn Karlsefni, un explorateur islandais, Leif Erikson et Leif Erikson, le premier européen connu à avoir découvert l'Amérique du Nord continentale, Thorkel le Grand et Thorkel le Grand, un chef viking, Knut et Knut le Grand, le roi d'Angleterre, du Danemark et de Norvège, Sven et Sven Forkbeer, roi du Danemark puis d'Angleterre durant 5 semaines, Gudrid et Gudrid avec un nom que je ne prononcerai pas, Ketil et Ketil Onepla, Einar et Einar Rogbaksson, Sigurd et Sigurd Hakonsson, et j'en passe. Deux foreshadowing apparaissent au post générique du dernier épisode de la saison 1 de l'anime. Et vous savez quoi? Seul un lecteur du manga peut comprendre ce passage. Au milieu d'un paysage enneigé, une jeune fille et un monsieur plus âgé grimpent une montagne. L'un est Hild, un personnage exceptionnel, quant à l'autre, il s'agit de son maître. Alors que cet épisode adapte les chapitres 52, 53 et 54, cette scène vient tout droit du chapitre 120. Dès la première page, Hild grimpe cette montagne enneigée, tentant de suivre la cadence de son maître. J'ai tellement hâte de voir cette partie en animé. Le second foreshadowing montre une autre jeune fille qui dessine sur une plage et admire la vue. Il s'agit de Gudrid. Au chapitre 106, elle rencontre Leif. L'explorateur lui indique le Groenland, l'Islande, la Norvège, l'Allemagne, la France, l'Angleterre jusqu'au Vinland. Le monde tracé dans le sable par Leif fascine Gudrid, qui l'admire longuement. Scène que l'on voit juste après Hild dans le même épisode. Une ellipse dans Vinland Saga, c'est monnaie courante. Du coup, nombreux sont les passages qu'on ne voit pas, qu'on devine ou qu'on nous résume. Je ne vais pas citer une ellipse à proprement parler, il s'agit plutôt d'un off-screen. Leif est un grand personnage, je suis pas ouvert au débat. Il s'est donné tant de mal pour retrouver Thorfinn. Revenons à la saison 2, lors de leur vraie retrouvaille. Au chapitre 88, Leif et Thorfinn sont côte à côte. Pourtant, cette page n'a rien d'une retrouvaille. Aucun sourire, aucun regard, aucun dialogue. Et on comprend rapidement pourquoi. Ketil enlève son masque en montrant un autre visage et frappe violemment Arneid. Une scène choquante. Est-ce la raison de pourquoi cette retrouvaille est existante à nos yeux? Eh bien, oui. L'auteur explique cette scène en 2023 sur Twitter. Je ne pouvais pas dessiner une scène où Thorfinn et Leif se serrent dans les bras et se réjouissent juste à côté d'Arneid, dans un état si lamentable. Les deux n'étaient plus heureux de se retrouver. Pourtant, ils voulaient dessiner cette scène. Hélas, les événements ont pris une tournure inattendue. C'est tout bête, mais malgré qu'on ait été privé d'une scène qu'on attendait depuis longtemps, j'aime énormément cette intention et d'autant plus l'explication de Makoto Yukimura. Bon, je vous rassure, c'était une mise en bouche. Les sujets étaient simples, normal, c'était la surface de l'iceberg. Mettez une tenue de plongée et descendons davantage. Tenez-vous prêts, ça va changer d'atmosphère. Dans Vinland Saga, les tailles des personnages ne sont pas choquantes. On est loin d'un One Piece. Enfin, si on enlève Thorkel et son 2m30. L'autre extrême, c'est le personnage principal qui le porte, Thorfinn. En effet, il mesure seulement 1m55. Et c'est complètement volontaire de la part de l'auteur. Plus jeune, il adorait Kenshiro d'Hokuto no Ken et Goku de Dragon Ball. Problème, Makoto Yukimura n'arrivait pas à s'identifier à eux. Il ressentait un énorme fossé entre les personnages et l'enfant qu'il était. Cette différence le frustrait et c'était complexe à supporter. C'est pareil pour la puissance du personnage. Il voulait écrire quelque chose de simple sans grand pouvoir. Désormais, voyez Thorfinn comme un héros dont l'auteur pouvait s'identifier étant enfant. Et bien sûr, ça ne marche pas que pour l'auteur. Ebi est un personnage marquant. À son introduction, on savait directement qu'il n'allait pas plaisanter. Son honneur est sans faille et c'est un guerrier puissant. Que ce soit la façon dont il s'habille, son prénom ou son sabre, on imagine qu'il n'est pas un simple viking. Alors, qu'était-il avant de rejoindre le mauvais Ketil? Malheureusement, le manga ne dévoile pas cette information. Par contre, l'anime apporte une exclusivité au personnage. Au 12e épisode de la saison 2, durant l'excellent combat Thorfinn-Ebi, il dévoile être un guerrier de Miklagard. Passons-y au peigne fin. Miklagard signifie grande cité car elle est la plus grande ville connue par les Vikings. Miklagard, c'est Istanbul depuis 1930. Son ancien nom est Constantinople à partir du 11 mai 330 en l'honneur de l'empereur romain Constantin Ier. Mais du coup, qu'est-ce que ça signifie d'être un guerrier de Miklagard? Pour répondre à cette question, ils font remonter en 980. Selon plusieurs sources, c'est cette année que l'empereur byzantin aurait reçu un don inhabituel de la part de l'empereur russe. Il aurait obtenu une armée de 6000 vikings scandinaves. Il s'agit de la garde Vareg et elle aurait servi l'empire byzantin. Ebi était donc l'un de ses soldats d'élite. On comprend mieux pourquoi il tient tête à Thorfinn. Cependant, son origine reste floue. Un épisode entièrement consacré à Ebi devait sortir. Hélas, le réalisateur de l'anime, Shuei Yabuta, s'excuse de ne pas
pas être allé au bout du projet, voulant rester focus sur la trame principale de Vinland Saga. Surtout que l'auteur lui-même en parle lors d'une interview avec le youtubeur Garn. Si je devais aborder un autre thème, j'aimerais que ce soit sur l'Empire byzantin. C'était un sujet que je voulais inclure dans Vinland Saga, mais que j'ai finalement dû laisser de côté. Peut-être qu'un jour je reviendrai dessus. Attendez la partie 3, peut-être qu'on reparlera d'Ebi, voire même d'Ascolad. Je vous dérange pas longtemps, hein, mais si la vidéo vous plaît, n'hésitez pas à mettre un petit like et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Merci à celles et ceux qui le feront. Attention, on va parler du chapitre 106 d'SNK. Un lecteur révèle une ressemblance flagrante entre Vinland Saga et SNK. Déjà, les deux auteurs se connaissent et ont fait une interview en 2022. Makoto Yukimura lit l'Attaque des Titans depuis 2011, tandis qu'Hajime Isayama suit le travail de l'auteur avant même Vinland Saga avec son précédent manga, Planet. Revenons au sujet initial. Le 25 août 2020, un lecteur publie ceci. Dans le dernier chapitre de Vinland Saga, ce panneau de Thorfinn est très similaire à celui d'Eren. Est-ce une référence intentionnelle? À gauche, le chapitre 106 d'SNK, à droite, le chapitre 175 de Vinland Saga. Eren et Thorfinn se recoiffent, l'un est à poil et l'autre est torse nu, et tous les deux s'offrent un petit soin hygiénique. Si j'ai pris ce sujet pour l'iceberg de Vinland Saga, c'est parce que l'auteur apporte une réponse. D'abord, il dit que ce n'est absolument pas fait exprès, et qu'avant ce tweet il ne l'avait pas remarqué. Par contre, Makoto Yukimura est certain d'une chose, le merveilleux mangaka d'Isayama l'a influencé inconsciemment. Le 3 juillet 2004, Makoto Yukimura envoie le storyboard du premier chapitre de Vinland Saga. C'est un pur bonheur pour n'importe quel fan de l'œuvre, car le storyboard du chapitre 1 et le chapitre 1 sont identiques. Comparer les deux est tout simplement génial. Ok, si vous regardez uniquement l'anime, quelque chose peut vous surprendre. L'anime et le manga ne commencent pas du tout de la même manière. L'anime débute avec la bataille du détroit de Euron, où Thor et Thorkel affrontent les Danois, puis ça bascule sur l'enfance de Thorfinn. Tandis que le manga débute avec l'attaque et le pillage d'Ascolad sur les terres du royaume des Francs. Son affrontement contre Thorfinn avant de revenir 10 ans dans le passé et rejoindre l'anime. Bref, pour revenir au storyboard, il est identique au premier chapitre. Cependant, un détail manque à la version officielle, la plume de Thorfinn. Dans plusieurs cases, Thorfinn avait une plume glissée dans ses cheveux. C'était un élément présent à chaque fois. Alors, pourquoi a-t-elle disparu? Cette plume appartenait à Leif et Thorfinn lui l'aurait volée. Si, rappelez-vous, Leif racontait son histoire et sa rencontre avec les autochtones. Il portait une couronne de plumes, un cadeau de leur chef. Selon Leif, seul un vrai guerrier peut en porter. C'est alors que Thorfinn en aurait pris une pour lui. D'ailleurs, Thorfinn touche une plume de la coiffe de Leif quand ce dernier raconte son aventure. Et la réaction de l'enfant prouve que cette plume l'intéresse. Si l'auteur ne l'a pas inclus dans le chara design de Thorfinn, c'est pour plusieurs raisons. Tout d'abord, cela aurait fait doublon avec ses dagues, souvenir de son père et symbole de son statut de guerrier. Ensuite, une seule plume ne lui aurait pas été utile au combat, sans parler du fait qu'il l'aurait perdu rapidement. Et pour finir, faire porter la coiffe entière de Leif à Thorfinn aurait été assez spécial. Désormais, vous savez pourquoi le storyboard de Makoto Yukimura contient un Thorfinn avec une plume et qu'elle est complètement absente dans le manga. Dans la première partie de cet iceberg, j'ai dit Vinland Saga est un manga historique. Makoto Yukimura transfère l'histoire de notre monde à l'intérieur de son manga. Ce n'est pas un copier-coller, mais les grandes lignes de Vinland Saga sont blindées de faits historiques. Oui, tout n'est pas identique à notre histoire. Makoto Yukimura donne un très bon exemple. Rappelez-vous, Knut avait un plan bien précis pour obtenir le plein pouvoir. Alors, est-ce que Knut le Grand était un criminel ayant empoisonné la concurrence? Voici ce que dit l'auteur à ce sujet. Pour l'honneur du véritable roi Knut, je tiens à préciser qu'il n'y a aucune preuve que Knut ait empoisonné ses rivaux. C'est une création de ma part. Mais il est vrai que tous ses rivaux sont morts mystérieusement de maladie à des moments opportuns. En réalité, il n'a pas vraiment gagné beaucoup de batailles. Troisième partie, les abysses de l'iceberg. Plus de doute, le croustillant de la vidéo est là. Inutile de vous en dire plus, les sujets parlent d'eux-mêmes. Thorgil est le premier fils de Ketil et un personnage important de l'arc esclave. C'est un viking badass qui ne recule devant rien. Il est capable de vaincre à lui seul plusieurs adversaires. Il était à deux doigts d'ôter la vie du roi Knut et est l'homme qu'a rendu Borgne Ulf. C'est justement après ce combat qu'il disparaît par la mer. Il est d'abord dégoûté de voir que la flotte de Knut n'est plus là alors que la bataille n'est pas terminée. Pour finir, sans retourner au service de Knut, il quitta le domaine de Ketil sans que personne ne s'en aperçoive. Et depuis ce fameux chapitre 99, nous n'avons plus jamais revu Thorgil. Pourtant, cette scène présage son retour. Eh bien, l'auteur explique ce qu'il avait initialement prévu avec ce personnage et pourquoi cette case laisse entrevoir un potentiel retour de Thorgil. Pour commencer, oui, le retour de Thorgil était programmé. Il aurait eu l'idée de rejoindre les Jernvikings et rencontrer Thorfinn, également Jernviking. C'est ainsi qu'un combat sur le champ de bataille entre Thorfinn et Thorgil aurait éclaté par facilité du destin. Cependant, Makoto n'a pas poursuivi cette idée. Bien que Thorfinn et Thorgil étaient tous les deux sur le domaine de Ketil, ils ne se connaissaient pas plus que ça. Lors d'un duel, ils ne se seraient même pas reconnus. Et d'un point de vue de l'histoire, ça n'aurait pas eu plus d'effet qu'une simple coïncidence.
Oreille est un personnage emblématique de la bande d'Ascolad. Il possède une audition extrêmement affûtée. Il pouvait faire la différence entre un homme et un animal et estimer la vitesse de marche d'une armée. La dernière fois qu'on le voit, c'est à l'épisode 17 de la saison 1. Il prévient Ascolad de l'avancée de Thorkel, jouant un grand rôle pour la survie du groupe. Mais depuis, plus rien. Je vous pose une question, est-il vivant? L'anime ne laisse aucune réponse à ce sujet, contrairement au manga. Oreille est mort, certainement pendant la trahison des hommes d'Ascolad et l'attaque de Thorkel et son armée. Il aurait été tué par ces derniers et une planche montre clairement que ce n'est pas qu'une théorie. L'armée de Thorkel joue à un jeu, ils lancent une tête et doivent atteindre la cible avec une flèche avant que celle-ci ne touche le sol. Et cette tête, c'est Oreille. Knut est le roi du Danemark et d'Angleterre. Plus besoin de présenter ce personnage, admirez juste son glow-up absolument spectaculaire. Et bien sachez qu'un élément super important le concerne, mais n'est pas dit dans l'histoire. Que ce soit le manga ou l'anime, l'auteur nous cache quelque chose. Je vais vous dire l'information, mais restez assis s'il vous plaît. Knut est marié, ok ? Et papa, oui. Le 13 mars 2023, Makoto Yukimura dévoile ceci. Knut est incroyable, vous savez. Il a même épousé la reine du précédent roi d'Angleterre, qu'il avait lui-même renversé. Avec un visage pareil, c'était sûrement pour renforcer la légitimité de son pouvoir royal. Il ne recule devant rien. Ouais, Knut est en couple et marié avec cette fille. Bien plus tôt, le 11 mai 2011, l'auteur ajoute que Knut n'est pas puceau. Donc voilà, si jamais vous en doutez encore. Pour finir, le 23 janvier 2012, je vais vous révéler un détail incroyable. À partir du tome 11, Knut est déjà papa. Ce n'est pas montré dans l'histoire, mais c'est le cas. Ce qui signifie qu'au moment où Knut rend visite à son frère sur son lit de mort, il avait déjà un enfant. Plus ou moins, on l'ignore, mais un enfant pour sûr. On ne connaît pas l'identité de la femme et de l'enfant de Knut, mais avouez que cette information est folle. Vinland Saga est loin de Dragon Ball, les guerriers n'ont pas de scooter pour évaluer la force de leur adversaire. De toute façon, ce n'est pas le but de ce manga. Enfin bon, on imagine bien qu'Einar ne gagnera pas contre Thorkel. Comme dit plus tôt, la relation entre l'anime et Ebi est particulière. Et justement, il existe un ajout que je trouve sublime lors de l'affrontement Thorfinn-Ebi. Quand Ebi attaque, Thorfinn voit complètement Ascolad. Qu'est-ce que ça veut dire? De nouveau, j'ai bien fouillé jusqu'à tomber sur une information croustillante. Range tes gâteaux apéritifs, ça battra pas ce que je vais te dire. Le rapport de force entre Ebi et Ascolad. En 2011, l'auteur explique qui est le plus fort des deux. En combat individuel, ils sont à égalité. Je suis d'accord, on aurait tous aimé le voir. En revanche, en combat de groupe, Ascolad serait le plus fort grâce à ses compétences en tant que leader. Dans la première partie, je vous parlais de l'épisode final de la saison 1. Un beau foreshadowing pour les lecteurs du manga. Alors c'est mignon, je dis pas, mais j'ai bien mieux à vous proposer pour cette troisième partie. Pour vous mettre dans le bain, on parle d'un foreshadowing de 9 ans. Entre le moment où il apparaît et le moment où il se confirme, on passe de 2011 à 2020. En plus de ça, il est très peu probable que vous le connaissiez car il vient d'un tweet fab seulement 40 fois à l'heure où j'écris cette vidéo. En octobre 2011, un lecteur de Vinland Saga tweet ceci. Bonsoir Sensei. Au fait, y a-t-il des éléments cachés ou des détails dissimulés dans Vinland Saga? Même si c'est faux, dites-nous quelque chose. Voici la réponse de l'auteur. Si ça peut être faux, j'en ai plein à vous raconter. Ascolad est en fait encore en vie, Thorkel a une fille de 2 mètres de haut, Knut est une fille. Alors, info ou un tox? Ascolad est en fait encore en vie. C'est évidemment faux. Il est littéralement mort comme un roi, un goth inoubliable. Un tox. Knut est une fille. Il faut avouer qu'au début c'était ambigu de fou. Mais finalement, Knut est un homme. Un tox. Thorkel est une fille de 2 mètres de haut. Elle est grande, s'appelle Cordelia et apparaît au chapitre 168. Info. Vous ne rêvez pas, discrètement placé entre deux mensonges, une vérité s'y trouve. Un très beau foreshadowing que personne n'a capté. Et honnêtement, c'est normal. Le tweet date de 2011 et c'est seulement en 2020 qu'il est confirmé. Au sein du chapitre 168, on découvre un personnage attachant, Cordelia. Au suivant, on apprend que son père est Thorkel. De nombreuses théories se mettent d'accord sur la mort de Thorfinn. Oui, le protagoniste pourrait mourir. Cette théorie est basée sur Thorfinn Karlsefni, l'explorateur islandais de notre monde. Comme dit plus tôt, Vinland Saga est un manga historique et Thorfinn n'échappe pas à la règle, loin de là. Alors je suis content de faire cette partie. C'est une théorie générale venant de plusieurs lecteurs. Par contre, j'avais commencé l'écriture d'une vidéo que je n'avais finalement pas sortie. Elle comparait certains personnages de Vinland Saga à leur modèle dans la vraie vie. Eh bien, je vais pouvoir vous expliquer cette théorie en me basant sur mes précédentes recherches. La théorie explique que Thorfinn pourrait mourir. Évidemment, tout dépend du choix de l'auteur. Dans le cas où Thorfinn poursuit l'histoire de Thorfinn, voici ce qu'on pourrait lire dans les prochains chapitres. Après l'échec de la colonisation du Vinland, Thorfinn réalise qu'ils ne pourront jamais vivre sur cette terre sans la présence d'une guerre. Avec son groupe, il quitte le Vinland et part au Groenland. Thorfinn continue ses activités marchandes après l'expédition au Vinland. Thorfinn et Gudrid passent l'hiver suivant avec Eric le Rouge et entrent finalement en Islande l'été d'après pour s'installer dans le domaine familial de Reynisnes. On ignore la date et la raison de son décès. Et enfin, le domaine familial est confié à
Gudrid et Snorri. Inutile de vous dire que vous ne connaissez pas Snorri, ce n'est pas votre mémoire qui fait défaut, on en parlera très prochainement. Le plus difficile à déceler est quelle voie l'auteur va-t-il suivre. Pour commencer, la fin de l'histoire de Thorfinn est basée sur la saga d'Éric le Rouge. Elle serait la source la plus fiable, la saga d'Éric le Rouge et la saga des Groenlandais ne sont pas les seules sources. Mais retenez une chose, ce sont les plus importantes et il faut faire plus confiance à la saga d'Éric le Rouge. Pour le moment, Makoto Yukimura penche plus sur l'histoire de notre monde. Thorfinn veut en effet quitter le Vinland. Voici des exemples présents à la fois dans Vinland Saga et dans la saga d'Éric le Rouge. Il devient un riche propriétaire de navires marchands. Il dirige une expédition viking au Vinland et installe son campement. Son père se nomme Thor, sans parler des éléments identiques avec un léger changement comme le mariage de Gudrid et Thorfinn. L'histoire de notre monde pourrait prédire certains événements futurs, comme par le passé. On compte notamment le fils de Gudrid et Thorfinn. Dans le manga, Gudrid est actuellement enceinte. Et quand on lit la saga d'Éric le Rouge, leur enfant est la première personne d'ascendante européenne à naître sur le sol nord-américain. Son nom est Snorri. Si l'auteur suit cette voie, Snorri devrait naître loin à l'ouest, par-delà la mer, sur une terre nommée Vinland. Mais... oui, il y a un gros mais. L'auteur prouve à de nombreuses reprises qu'il ne suit pas à la lettre l'histoire de notre monde. Il y a une grande part de je fais ce que je veux, certes mon manga est un manga historique, mais pas que. La vraie personne n'est en aucun cas un viking. Donc toute la partie guerrier de Thorfinn, c'est du Makoto Yukimura. C'est pareil pour le campement du Vinland nommé Arneid, pourtant nommé campement de Lef dans la vraie vie. J'en passe, je veux simplement dire qu'il en prend comme il en laisse. C'est bien pour ça qu'il est complexe d'affirmer ou non que Thorfinn va mourir. Dans l'histoire de notre monde, on ne connaît ni la date ni la raison de la mort de Thorfinn. Autrement dit, il est impossible de savoir ce qu'il adviendra du personnage. Alors, laissons-nous guider par le vent du Vinland. Le destin de Thorfinn et du Vinland est incertain, surtout quand on connaît la triste fin de notre passé. J'aimerais conclure l'iceberg de Vinland Saga avec ça. En fait, j'ai encore quelques sujets sous le coude. Ils sont trop courts mais restent intéressants. Alors, voici une compilation. Précédemment, je parlais de Knut. Il est marié et père d'un enfant. Eh bien, il n'est pas le seul et ce personnage est très proche du roi d'Angleterre et du Danemark. Vous l'aurez deviné, c'est Wulf. Avec qui est-il marié? De nouveau sur Twitter, on apprend qu'il est en couple avec la fille du roi Sven et donc la sœur de Knut, Estrid. Un nouveau couple dans Vinland Saga. Je devine qu'un lecteur propose une inspiration pour Thor ou demande sur quoi il est basé. Malheureusement, le tweet est indisponible. Par contre, la réponse de l'auteur est toujours là. Pas exactement. J'ai conçu le personnage de Thor sous un angle religieux. J'ai également été quelque peu influencé par la nouvelle Le Maître d'Armes de Nakajima Atsushi. Mais atteindre l'état d'invincibilité, ce n'est pas être plus fort que ses ennemis, c'est littéralement ne pas avoir d'ennemis, je pense. Ah, cette citation vraiment c'est quelque chose. Le nom du manga de Makoto Yukimura s'appelle Vinland Saga, mais à la base, son titre devait être légèrement différent. En 2004, lorsque l'auteur et son responsable réfléchissent à un nom, seul Vinland apparaît. L'un propose d'ajouter Saga car nombreux sont les livres contenant ce mot. Alors, les gens pourraient acheter Vinland Saga par erreur. Eh bien, je crois qu'il est l'heure de nous quitter. Bien que c'était pas facile, c'était passionnant de faire l'iceberg de Vinland Saga. Je voulais parler de ce manga depuis quelques mois, car il aspire toute ma hype. Quand je lis Vinland Saga, ne me parlez plus, car plus rien n'existe à mes yeux. J'espère que vous avez passé un excellent moment devant cette vidéo et que vous avez appris quelque chose. Si c'est le cas, j'ai accompli ma mission. On va se laisser là-dessus, c'était Kichi, j'ai que ça qu'à dire, ciao.